Nutrilogique s'engage à améliorer la santé féminine en lançant une toute nouvelle gamme de compléments alimentaires conçus pour rééquilibrer les hormones. Alors, comprendre les fondements de l'hormonologie est essentiel pour une gestion efficace des problèmes de santé spécifiques aux femmes. C'est pourquoi nous avons préparé 4 vidéos de prérequis présentées par des experts en la matière, à savoir la charmante Guénaëlle Abéguilé, également le docteur Stéphane Résimon et mon collègue Zacharia. Alors, ces vidéos serviront de base de connaissances à notre tournée en France et en Belgique, au cours de laquelle nous organiserons 9 soirées et 3 journées de conférences réservées aux professionnels de la santé nutritionnelle. Alors, nous sommes évidemment convaincus que cette initiative aidera les femmes à mieux comprendre et à gérer leur santé en mettant l'accent sur l'équilibre hormonal. Et nous sommes impatients de vous rencontrer lors de nos événements pour approfondir ces sujets qui nous semblent cruciaux. Alors, n'hésitez pas, surtout, à nous faire part de vos retours. Et moi, je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut Guéna, salut Stéphane. Salut Bonjour, Cédric, salut Guéna. salut. Alors, aujourd'hui, quatrième et dernière vidéo des prérequis, je vais réussir à le dire, sur l'endométriose. Pour ceux qui auraient raté les 3 premières, vous pouvez toujours aller les voir sur la page YouTube Cédric Lapo Nutrilogix ou sur la page Facebook également ou sur la page du docteur Stéphane Résimon qui transmettra cette vidéo, bien évidemment. Diana, tu nous parles aujourd'hui de l'endométriose. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on attrape ça? Explique-nous tout. Alors, c'est pas contagieux déjà, ça s'attrape pas comme ça, Mhm, heureusement. Mais effectivement, l'endométriose, qui est une maladie quand même de plus en plus connue, dont on parle de plus en plus, qui est une pathologie fréquente, on va voir effectivement qu'est-ce que c'est pour commencer. Donc, d'abord, on va effectivement parler du diagnostic, puis du traitement médical mhm, habituellement proposé. Et après, on va plonger au cœur de ce qui nous intéresse, l'écho. Quoi est-ce qu'une femme peut avoir l'endométriose? Les causes fonctionnelles, hein, pas médicales. mhm. Donc, parmi ces causes, il y a des déséquilibres hormonaux et il y a des troubles immuno-inflammatoires. Donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'endométriose? Donc, l'endométriose, c'est une pathologie immuno-inflammatoire à composante hormonale. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a construit le plan d'ailleurs des causes. Mhm. C'est une pathologie extrêmement fréquente puisque 10% des femmes sont atteintes d'endométriose. Alors, il y en a de nombreuses qui sont atteintes et qui ne le savent même pas. Le délai de diagnostic est très long. Il faut environ 7 ans pour être diagnostiqué endométriose. Et en partie parce que malheureusement, encore aujourd'hui, les règles douloureuses sont considérées comme quelque chose de normal, sous Mhm. prétexte que c'est fréquent. Et donc, j'insiste beaucoup et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. C'est pas normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. Ça ne veut pas dire que vous avez forcément d'endométriose, mais peu importe la cause, il faut la rechercher et la prendre en charge d'un point de vue le plus fonctionnel possible. Donc, c'est aussi une cause d'hypofertilité comme le SOPK. Donc, 30% des femmes atteintes d'endométriose sont hypofertiles. Attention, je n'ai pas marqué infertile, hein. On peut optimiser leur fertilité avec une prise en charge fonctionnelle ou une prise en charge médicale aussi, hein. C'est vrai que dans les parcours PMA, par exemple, ils arrivent à faire naître des bébés avec des femmes atteintes d'endométriose ou il y a des post-chirurgies aussi qui sont parfois très bénéfiques. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous parle de fonctionnel, de prise en charge fonctionnelle qu'il n'y a que ça, hein. Donc, on peut avoir des développements de cellules dites endométriosiques en dehors de l'endomètre. Alors, pourquoi je ne dis pas des développements? Des fois, on entend dire que l'endométriose, c'est le développement d'endomètre au-delà de l'endomètre. Alors, non, c'est l'endomètre, il ne se balade pas comme ça, quoiqu'il y a des théories qui peuvent laisser penser ça. Mais on peut avoir aussi des cellules qui vont se mettre à exprimer d'autres gènes et qui vont les rendre sensiblement ressemblantes aux cellules de l'endomètre, en fait. Donc, ces cellules peuvent aller dans le muscle utérin, donc dans le myomètre, on appelle ça l'adénomiose. Elle peut aller au niveau des ovaires et on appelle ça à ce moment-là l'endométriome. Et ça peut aller complètement ailleurs, dans le péritoine, un petit peu partout, au niveau des intestins, des ligaments hétérosacrés, entre autres, ou même totalement au-delà. On peut voir des lésions endométriosiques au niveau des poumons. Il me Ouais. semble qu'on a déjà vu au niveau du cerveau, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a même des hommes, quelques hommes, qui ont été repérés avec des lésions endométriosiques quand même. Donc, bon, c'est anecdotique,
Mais quand même, pour vous dire que c'est une pathologie, on n'a pas encore tout compris, hein. Alors, quand est-ce qu'il faudrait suspecter une endométriose? Alors, le problème, c'est que si effectivement on met 7 ans à le diagnostiquer, c'est qu'il n'y a pas toujours des douleurs typiques dans l'endométriose. Ce n'est pas toujours des douleurs de règles douloureuses, de par l'ensemble des lieux où peuvent se situer les lésions endométriosiques. On peut avoir des douleurs vraiment très différentes. Par exemple, on peut avoir mal au niveau du dos, mal pendant les rapports, en fonction des positions. C'est des questions importantes à poser. Si les rapports sexuels font mal à certains moments du cycle et ou dans certaines positions, ça doit quand même mettre un peu la puce à l'oreille. Le gynécologue sera capable de palper, par exemple, le ligament utérosacré où il y a de nombreux foyers endométriosiques. On peut avoir mal au moment de l'ovulation, on peut avoir mal à la défécation quand il y a des lésions endométriosiques au niveau du rectum, par exemple. Il y a des femmes, même pendant les règles, elles auront parfois du sang dans les seins. Mal au niveau de l'épaule droite, par exemple, quand il y a des lésions au niveau hépatique. Et ces douleurs peuvent être majorées à l'inspiration. Enfin bref, vous voyez qu'il y a un éventail de symptômes possibles, mais ce qui doit vraiment mettre de la puce à l'oreille, c'est l'apparition cyclique de ces douleurs. Une femme qui a mal à certains endroits avant ses règles ou au moment de ses règles, ça doit vraiment mettre la puce, enfin plutôt au moment de ses règles, ça doit vraiment mettre la puce à l'oreille. Et il faut savoir que on ne trouve pas de corrélation entre la taille des lésions endométriosiques, l'importance de la taille du foyer d'endométriose et la douleur. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Ce qui est en rapport avec la douleur, c'est la localisation de la liaison, la lésion. Il y a des lésions plus douloureuses que d'autres, enfin des localisations plus douloureuses que d'autres, et surtout l'inflammation. Le terrain inflammatoire, une lésion sur un terrain inflammatoire sera beaucoup plus sensible. Donc, on comprend bien que déjà, pour agir sur les symptômes d'endométriose, sur la douleur très invalidante, il faudra prendre en charge ce terrain inflammatoire. Et puis, on s'interroge aussi sur l'existence d'une endométriose dès qu'il y a une difficulté pour concevoir, hein. Ça fait partie, comme pour le SOPK, du bilan classique du parcours de procréation médicalement assistée, du parcours d'hypofertilité. Alors, il y a plusieurs théories qui expliqueraient l'apparition de l'endométriose chez la femme. Il y a des théories qui parleraient des résidus embryonnaires qui persistent, des théories métaplasiques qui disent que les cellules péritonéales peuvent se convertir, par exemple, hein, peuvent devenir des cellules, j'ai mis entre guillemets de l'endomètre, mais disons plutôt des cellules endométriosiques qui vont se mettre du coup à exprimer les gènes comme les cellules de l'endométriose, les mêmes gènes. Il y a des théories métastatiques qui disent que c'est via la circulation sanguine ou lymphatique que ces cellules de l'endomètre pourraient aller ailleurs. Et il y a cette fameuse théorie du reflux qui semble être une de celles qu'on retient le plus, qui explique qu'effectivement, les trompes sont perméables et qu'au moment des règles, il y a un reflux du sang des règles qui ne contient pas que du sang, qui contient aussi des cellules de l'endomètre, hein, qui peut se retrouver dans le péritoine et donc s'implanter à différents endroits dans le péritoine. Mais seulement, ça ne permet pas de tout expliquer parce que déjà 90% des femmes qui ont du reflux et seulement, entre guillemets, 10% vont développer de l'endométriose. Et il y a des lésions qui ne sont même pas dans le péritoine, donc ça n'explique bien sûr pas tout. Alors c'est vrai que cette dernière théorie du reflux, moi ça me plaît bien, parce qu'à la base je suis plutôt chirurgien, et je me souviens il y a quelques années, j'écoutais Joyeux, professeur Joyeux, dans une de ses conférences ici à Bruxelles, faire part du fait qu'il était tout à fait contre les tampons hygiéniques, puisque d'après lui ça générait beaucoup d'endométriose. Alors, c'est une théorie qu'on entend souvent, ce qui est logique, je veux dire mécaniquement ça tient la route, hein. Le sang ne peut pas circuler vers le bas, il remonte vers le haut, et voilà, mais ça n'explique, comme tu dis, ça n'explique pas tout. Mais je dirais, c'est vrai que comme moyen de récolter les menstruations, il y a peut-être mieux que les tampons hygiéniques, d'autant plus que ça génère quand même pas mal de captation de produits délétères. Et voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses à ce point de vue-là. Oui, je pense que ça peut être un facteur aggravant. Mm. Alors moi, je m'interroge quand même pas mal sur la cup du coup, parce que la cup, effectivement, qui Yes. était plus Ouais, saine, plus ouais, healthy, il n'empêche qu'il y a plus de reflux quand même avec la cup pour les femmes, notamment, il y a des femmes qui dorment avec, on n'est pas censé dormir avec, mais il y en a qui le font. ouais, Et elles les gardent souvent très longtemps aussi. ouais. Et en plus de ce que tu dis, c'est vrai que le tampon, les tampons, il y a des études qui ont montré qu'il y avait des traces de dioxine, de glyphosate, alors sur une zone très riche en récepteurs aux oestrogènes. Il y a des dioxines, c'est un perturbateur endocrinien œstrogénomimétique. Donc, en plus de favoriser le reflux, je pense que ça peut avoir d'autres problèmes, effectivement. Ouais. Ouais, donc autrement, il y a les culottes menstruelles hein, qui sont de plus en plus Mm. performantes pour les femmes, hein.
Je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui se mettent vers ça maintenant qu'elles sont améliorées au niveau qualité. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on a des cellules endométriosiques qui se développent en dehors de l'endomètre? Eh bien, ces cellules vont subir les variations hormonales. Et donc, tout comme les cellules de l'endomètre, en phase folliculaire, sous l'effet des œstrogènes, ces lésions vont proliférer. Au niveau de la phase lutéale, elles vont se différencier. Et au moment des menstruations, ces cellules vont saigner, vont desquamer et saigner, mais elles vont saigner dans un territoire fermé, contrairement à l'utérus où le sang pourra s'extérioriser. Là, on aura du coup du sang qui va rester piégé au niveau du péritoine ou ailleurs, et ça va générer de l'inflammation, du stress oxydatif, qui lui-même va favoriser le développement des lésions endométriosiques. Et d'ailleurs, quand on fait une échographie de l'abdomen chez ces femmes-là qui ont de l'endométriose, on voit souvent un signe typique qui est l'accumulation de liquide dans le cul-de-sac de Douglas. Donc le liquide va se descendre vraiment dans le bas du périnée. On le voit stagner près du rectum. Très bien. Donc, quid du diagnostic? Alors, on peut faire différentes imageries. L'échographie doit être faite par voie vaginale ou rectale en fonction de la localisation des lésions recherchées. Elle permet de visualiser certaines lésions d'endométriose, mais pas toutes. L'IRM est plus précise. Elle va confirmer et détailler les observations qui sont faites par l'échographie, mais le diagnostic va quand même davantage reposer sur la célioscopie, mais qui est quand même une technique invasive, même si c'est mini-invasive. Et on sait que malheureusement, comme tout type de chirurgie, ça peut favoriser l'accélération du développement des lésions d'endométriose. Donc oui, c'est efficace pour mettre en évidence l'endométriose, mais voilà, il y a les conséquences qui vont avec. Par contre, ce geste diagnostique peut être couplé d'une intervention chirurgicale, et ça, je crois que tu vas en parler, Steph. Ouais. Donc en fait, moi je crois que dès que la clinique est là, dès que l'écho est positif, éventuellement complété par l'IRM, il n'y a pas nécessité de faire une célioscopie, mais dans certains cas, on est persuadé qu'il y a une endométriose, parce que cliniquement, ben, il y a tout qui colle. L'IRM, l'écho ne montre pas, l'IRM ne montre pas, et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on appelle une célioscopie exploratrice, comme on peut faire dans le cas de douleur intra-abdominale, aller voir ce qui se passe. Donc on fait 3 petits trous, on insouffle de l'air, on fait gonfler le péritoine, et et je crois que si cette cystoscopie exploratrice est faite, il faudrait qu'elle soit faite par un chirurgien qui a une grosse habitude de l'endométriose, parce que j'ai quand même quelques cas dans ma patientèle de patientes qui ont été, entre guillemets, guéries, jusqu'à preuve du contraire, de l'endométriose chirurgicalement. Mais il faut que le chirurgien en question aille voir dans tous les coins et le recoin de l'abdomen. Ça nécessite de bouger les pipions, de passer dans tous les recoins. Et s'il voit des lésions endométriosiques, de les retirer complètement, hein, d'aller, entre guillemets, gratter partout. Ce qui peut évidemment générer des adhérences, ce qui peut être péjoratif pour la suite. Mais il y a certains chirurgiens cœlioscopiques qui sont très aguerris et qui passent le temps qu'il faut pour tout retirer. Évidemment, tout retirer sans amputer la patiente, hein. Il n'est pas question d'office retirer les ovaires recouverts d'endométriose ou d'aller faire des résections intestinales. Mais je crois que selon l'opérateur, on peut avoir des résultats parfois définitifs, ou souvent définitifs, je ne sais pas encore dire, quant à cette pathologie. Voilà. Ouais, donc effectivement, les résultats dépendent vraiment, comme tu dis, de l'opérateur. Certaines chirurgies vont avoir tendance à aggraver les lésions, mais du coup, d'où l'importance effectivement de se renseigner sur des spécialistes, quoi, des gens qui font Ouais, peut-être quasiment que ça. ouais, C'est c'est vraiment ça. tout un art, quoi. Ouais. Alors, par contre, ça n'empêche pas qu'il faut prendre en charge le terrain de la patiente, hein. Même si elle n'a plus de douleur parce qu'elle n'a plus de lésions d'endométriose, vérifier est-ce qu'elle n'a pas un terrain inflammatoire et un déséquilibre hormonal qui pourrait peut-être se manifester par d'autres signes cliniques. Si en parallèle, par exemple, elle a de la mastodynie, de la rétention d'eau ou un SPM, il faudra quand même la prendre en charge d'un point de vue fonctionnel en plus, même si elle n'a plus ces douleurs. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce test diagnostique qui, au début, quand j'ai entendu, quelqu'un m'avait dit: «Ah, mais maintenant, on peut diagnostiquer très facilement l'endométriose et avoir son résultat tout de suite avec un seul test.» Et je m'étais dit: «Mais
un test pour diagnostiquer l'endométriose. J'y croyais pas du tout parce que l'endométriose, c'est tellement plurifactoriel que je ne vois pas comment on pourrait, par un test biologique, mettre en évidence l'endométriose. Par contre, effectivement, quand j'ai vu que c'était l'évaluation des micro-ARN salivaires, je me suis dit, ouais, quand même, pas con. Effectivement, ils ont repéré qu'il y avait une signature, une signature biologique, du coup, au niveau des micro-ARN salivaires. Donc, ils en ont évalué plein et ils ont vu que les femmes atteintes d'endométriose avaient davantage de certains types de micro-ARN que d'autres. Alors, je ne sais pas si j'explique ça très bien, je ne suis vraiment pas du tout spécialisée là-dedans. Mais en tout cas, c'est vrai que là, ça veut dire qu'on peut, avec un seul test, évaluer plein de facteurs de risque potentiels d'endométriose. Je trouvais ça pas con du tout. Et visiblement, les premières études sont très bien. Ça montre vraiment une grande sensibilité et spécificité de ce test. Après, je ne sais pas s'il y a eu des études depuis, mais visiblement, quand même, par contre, le petite critique qu'on pourrait faire, c'est que c'était des femmes qui étaient vraiment avec des lésions d'endométriose très avancées, avec des grandes douleurs, qui étaient sujettes à l'opération. Donc, je ne sais pas s'il y a des études depuis, mais ce serait intéressant de voir sur des endométrioses plus modérées, est-ce qu'on retrouverait cette signature des micro-ARN salivaires. Alors, quid du traitement médical? Qu'est-ce qu'on propose à une femme atteinte d'endométriose? Alors, il faut bien quand même rappeler, avant de parler du traitement, que l'endométriose peut être une pathologie ultra invalidante, hein. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais on peut avoir des douleurs absolument abominables, vraiment inacceptables pour la femme. Et en plus de cette douleur, il y a aussi le contexte psycho-émotionnel, hein. C'est les femmes, notamment, ou la société, mais notamment les femmes sont très dures avec les femmes atteintes d'endométriose. Et c'est ce qui me choque le plus, c'est la non-compréhension de ces femmes qui devraient pouvoir être solidaires l'une de l'autre. Et les femmes qui ont juste des règles un petit peu douloureuses ont tendance à traiter de chochottes celles qui ne viennent pas au boulot ou pas à l'école parce qu'elles ont mal au ventre pendant leurs règles et elles se disent oh, moi c'est bon, moi je suis capable d'y aller. Bref, donc je vais avoir un regard assez critique sur les traitements médicaux, mais je comprends que la femme puisse être tentée de trouver des solutions un peu magiques. Ce que je critique, c'est qu'elles n'ont pas accès à l'information, on ne leur donne pas le rapport bénéfice-risque de leur traitement, mais surtout, on ne leur dit pas qu'il y a des solutions alternatives plus fonctionnelles qui existent, voilà, pour mettre les choses au clair. Donc, tout d'abord, on peut proposer des traitements symptomatiques au moment des douleurs, de prendre des INS ou des antalgiques, juste du coup au moment des menstruations. Ça, je comprends tout à fait. Et je pense qu'effectivement, si une femme atteinte d'endométriose peut se satisfaire d'un INS de temps en temps, c'est plutôt une bonne chose. Mais le plus souvent, effectivement, elles seront mises sous contraception hormonale. Alors, juste une chose, ça n'empêche pas que, même si elles sont soulagées avec des INS, ça n'empêche pas qu'on doit quand même explorer le terrain et travailler sur l'origine du terrain. Faire disparaître le symptôme, on laisse le terrain en place, c'est pas OK parce que un terrain d'endométriose est aussi un terrain plus à risque de cancer hormonodépendant, par exemple, puisqu'il y a un terrain de déséquilibre œstro-progestéronique. Donc, l'idée n'est pas juste de faire disparaître la douleur, mais c'est de traiter l'origine du problème. Mais on peut s'aider avec des INS ou des antalgiques si ça peut aider. Mais ce n'est pas toujours suffisant. La plupart des femmes avec des bonnes endométrioses vous diront que ça ne suffit pas du tout. Alors, au niveau contraception, enfin au niveau traitement hormonal, ce qu'on va leur mettre souvent, ce sont des pilules œstroprogestatives, donc les pilules les plus classiques, qui vont bloquer l'ovulation, donc bloquer complètement la synthèse d'œstrogènes au niveau des ovaires. Et vu que ce sont les œstrogènes qui favorisent la multiplication des cellules endométriosiques, ça permet de ralentir l'évolution de l'endométriose ou de la faire régresser. Mais par contre, là où ça colle pas, c'est que s'il n'y a plus de synthèse œstrogène ovarienne, on administre quand même un œstrogène de synthèse dans ces pilules qui est l'éthénylestradiol et qui est bien plus puissant que nos œstrogènes naturels. Donc, ce n'est pas cohérent. Par ailleurs, c'est un cancérogène de première catégorie qui est reconnu par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Désolée pour les personnes qui m'écoutent souvent et je répète toujours la même chose, mais il faut le redire encore et encore, je pense. Et du coup, une femme atteinte d'endométriose est une femme déjà avec un déséquilibre hormonal qui l'expose à un risque de cancer hormonodépendant et on lui rajoute un facteur de risque. Bon, vous aurez compris, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Alors après, on peut leur proposer Pardon, désolé. J'ajoute quelque chose, désolé, micro coupé. Il n'y a pas de souci. Simplement, tu as entièrement raison concernant la pilule combinée œstroprogestative. Et moi, je crois que si elle a une action, si les patientes se sentent mieux avec, c'est tout simplement parce qu'il y a un progestatif dedans. Mm. Je crois que c'est pour ça qu'elles ont l'impression, enfin, pas l'impression que ça fonctionne un peu. Mais entièrement d'accord avec toi. Mais alors, dans ce cas-là, on peut faire un peu moins pire. Du coup, Voilà.
Voilà. proposer une pilule microprogestative, même Ouais, si ce n'est pas encore la solution fonctionnelle, hein. Mais voilà. je pense que c'est un peu moins pire parce que déjà, il n'y a pas d'éthylenostradiol. C'est Ouais. un cancérogène de catégorie 2B, donc moins sûr. Enfin bref. Mais ça va pas à tout le monde non plus, ça ne solutionne pas l'origine du problème. Par contre, du coup, ça ne met pas complètement les ovaires au repos. Il y a des femmes qui ovulent encore avec la pilule microprogestative, donc c'est pas toujours efficace. Les lésions peuvent continuer à proliférer. Et on Du peut coup, d'ailleurs ajouter à ces pilules microprogestatives ou au stérilet, Mirena Kilea, on peut même ajouter, s'il faut, un progestatif naturel comme l'utrogestan, voilà. Donc, mais voilà. déjà, c'est ce qui devrait être fait plutôt en première intention. C'est ça qui est quand même super incroyable, c'est qu'on connaît les effets secondaires de tout ça et on connaît l'effet magique de la progestérone. Alors, je peux comprendre que d'optimiser l'ovulation pour quelqu'un qui n'est pas dans la micronutrition formant d'hormonaux, c'est compliqué, mais au moins proposer en première intention de l'utrogestan à ce moment-là. Voilà. Oui, mais elle n'est pas contraceptive. Donc, il y a des patientes qui veulent une contraception purement par pilule parce que c'est simple. Et à ce moment-là, dans ces cas-là, je dirais, moi, j'ai tendance à dire, bon, écoutez, si vous voulez vraiment une pilule, je vous prescris la Cerazette, une pilule microprogestative. Et si je vois que cliniquement, il manque encore de progestérone, j'ajoute encore le trogestan. Mais c'est pas la solution idéale. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, c'est déjà beaucoup plus judicieux. Alors, est souvent proposé aussi, enfin, quand ça ne marche pas, ils vont proposer bah, les fameux macroprogestatifs, luténil. Qu'est-ce qu'il y a encore comme nom de molécule de macroprogestatif? Lutéran. Luthéran, voilà. Donc ça, Ouais. c'est vraiment des trucs qu'il faut vraiment éviter à tout prix, du moins au long cours. Donc certains gynécos prescrivent dans le cadre de perte de sang abondante, de fibromes saignants, dans le cas d'endométriose, ces molécules-là. Alors le donner, je dirais quelques mois, pourquoi pas, parce que ça va laisser la patiente, je dirais, mais au long cours, moi je dis toujours à mes patientes, c'est comme si on vous arrachez les ovaires, madame, on les met à la poubelle, on vous met en ménopause précoce, avec toutes les complications qui sont ostéoporose, plusieurs risques de cancer du sein, perte de libido, perte de cheveux, donc enfin voilà, donc, il y a tous les affres de la ménopause, mais à 30 ans ou 35 ans. Et alors un risque également de méningiome qui est très bien décrit. Bah, du coup, voilà, c'est par rapport à ce que tu dis, cette étude qui a été menée, ben, on savait déjà que l'acétate de cyprotérone, qui est un macroprogestatif, donnait des méningiomes, vous voyez, quand même multiplié par 24 au bout d'un an, donc c'est pas rien du tout. Et enfin bon, et du coup, ils ont vu que plusieurs macroprogestatifs étaient concernés Ouais, et que par contre, le dufaston, qui est un dérivé de la progestérone, et l'utrogestan, qui est de la progestérone bio-identique, donc la même que celle qu'on produit, ne sont ouais. pas concernés, bien sûr, évidemment, par ces risques de méningiome. Exactement. Donc, et souvent, malheureusement, il y a même des gynécologues qui se trompent, parce que j'ai des patientes qui me disent, oui, mais vous m'avez prescrit de la progestérone, et mon gynéco m'a dit que ça allait augmenter mon risque de cancer. Alors, je réponds, on voit d'ailleurs cette publication, je dis non, ils se trompent. C'est les progestatifs de synthèse non naturels qui l'augmentent, mais les progestatifs naturels, comme la progestérone ou la dihydrogestérone, qui est bioéquivalente, donc ne sont pas associés à un risque augmenté. Tu as dit risque augmenté de cancer, mais tu voulais dire de méningiome, hein, je précise Oui, pour. c'est ça. Ouais. Oui, mais même le progestatif de synthèse, point de vue cancéro du sein, c'est pas bon. Ok. Donc, dernière chose qu'ils proposent en dernière intention, oui, parce qu'en fait, pour revenir au macroprogestatif, même quand on met des macroprogestatifs, parfois la patiente, je ne sais plus quel pourcentage est concerné, mais c'est loin d'être anodin, ne va pas mieux parce qu'en fait, dans l'endométriose, il y a un phénomène très particulier. Ça ne concerne pas toutes les femmes atteintes d'endométriose, mais beaucoup ont une résistance à la progestérone. Ouais. Il y a des modifications au niveau des récepteurs hormonaux. Il y a une surexpression de certains types de récepteurs. Pour les personnes qui aiment le détail, c'est les récepteurs à la progestérone de type C, qui sont des progestérones qui vont capter, enfin des récepteurs qui vont capter la Ah, progestérone, mais qui ne vont pas induire l'effet lié à la progestérone, parce que ça ne peut pas aller sur l'ADN. Ça ne peut pas induire la transcription des gènes. Donc, du coup, même dans ces cas-là, avec un macroprogestatif, ça ne sert à rien. Et du coup, ils vont aller vers des antagonistes de la GnRH. Donc là, carrément, on met vraiment la femme en ménopause, effectivement, parfois assez jeune, avec bah, tous les effets que tu décris. Et donc, des fois, ils font, comment ils appellent ça, une ADBAC thérapie ou je ne sais plus quoi, ils mettent des petites doses en plus d'oestrogène pour hmm. éviter qu'il y ait trop d'effets secondaires. Donc là, on se retrouve avec un petit peu d'oestrogène et plus de progestérone. C'est un peu particulier C'est aussi. tout ce qu'il faut pour aller mal. Ouais.
Voilà. Donc, on comprend que ce n'est pas fonctionnel, qu'il y a des effets secondaires. Et en plus, on sait que l'endométriose, c'est une cause d'hypofertilité. Et là, la femme qui veut avoir un bébé, ben, c'est super. Elle a ça. Des fois, elle se sent sauvée parfois avec sa contraception, si ça met au repos ses douleurs. Mais par contre, l'horreur pour elle, le jour d'avoir un bébé, de se dire, il va falloir que je l'enlève et puis je vais souffrir pendant peut-être 1 an avant de réussir à faire un bébé. Ou Et 2 ans. d'autant plus que pour pouvoir être enceinte, elle a besoin d'œstrogènes. Or, si on coupe trop les œstrogènes, ben, on a d'office des problèmes de fertilité qui ne s'arrangent pas. Donc, on voit que les traitements, on peut comprendre que certaines femmes en souffrance bah, aillent vers ça pour diminuer les douleurs parce qu'elles n'en peuvent plus, mais on comprend que ce n'est pas la solution la plus fonctionnelle et que ça peut être bien d'explorer les causes fonctionnelles de l'endométriose. D'abord, on va vous parler des causes qui sont liées au déséquilibre œstroprogestéronique. Donc, le déséquilibre œstroprogestéronique, c'est soit... Ah mince, ah, je vous avais perdu. Non, non, pas de Ah problème. bon? Ah d'accord. Aucun souci. J'ai arrêté de parler, mais en fait, vous étiez tout figé. Bon. Du coup, le déséquilibre œstroprogestéronique, c'est soit trop d'œstrogène, soit pas assez de progestérone. Et pour être même plus juste, on peut avoir un taux d'œstrogène OK, pas trop élevé, un taux de progestérone OK, pas trop bas, et quand même souffrir d'un déséquilibre d'imprégnation œstroprogestéronique. Donc, ce n'est pas juste une sorte de quantité. Je vous renvoie sur la vidéo sur le SOPK. On avait parlé aussi qu'on peut avoir des androgènes en quantité normale, mais une augmentation de l'imprégnation androgénique. Il y a un peu les mêmes mécanismes sur tout ça. Donc, on va essayer de reprendre tout ça aussi. Qu'est-ce qui augmente l'imprégnation? D'abord, ce déséquilibre, effectivement, qui fait que quand on a trop d'œstrogène par rapport à la progestérone, ou plus précisément quand on a une imprégnation œstrogénique excessive par rapport à l'imprégnation en progestérone, ça favorise le terrain de l'endométriose, ça favorise la multiplication des cellules de l'endomètre, mais aussi des cellules endométriosiques qui sont placées en dehors de l'endomètre. Donc, on va voir qu'est-ce qui favorise l'imprégnation œstrogénique avant de parler de ce qui diminue l'imprégnation progestéronique. Donc, les œstrogènes, et plus précisément, enfin, notamment l'œstradiol, qui est le principal œstrogène de la vie de la femme en période d'activité, en période de la ménarche à la ménopause, est fabriqué à partir de la testostérone par une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Et on connaît des activateurs de l'aromatase. Parmi ces activateurs, il y a l'insuline en excès, qui va stimuler l'aromatase. Donc, une femme en hyperinsulinisme peut produire plus d'œstrogène. L'excès de cortisol, donc en cas de stress répété, il peut y avoir aussi une synthèse excessive d'œstrogène qui favorise le développement de ces lésions endométriosiques. L'alcool, très important. L'excès de café, l'excès d'acide arachidonique, donc on trouve dans les protéines animales, surtout quand elles sont mal nourries, on va dire. Le déficit de zinc et l'inflammation. Donc, tous ces dysfonctions ou ce mode de vie sont à repérer et à prendre en charge en cas d'endométriose, et ça peut permettre vraiment de grandement moduler la synthèse d'œstrogène quand c'est excessif. Je ne dis pas là que si vous n'avez pas assez d'œstrogène, il faut picoler, manger 3 bœufs par jour et prendre plein de sucre. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Picoler un petit peu quand même. Pour le plaisir de temps en temps. Parce Tu que es, c'est vrai que tu es bretonne. si on est trop stressé, ça peut faire tomber le cortisol, donc peut-être que l'un dans l'autre, ça peut être Et bénéfique. alors, le fait que tu parles des aromatases dans le tissu adipeux, donc ce qui explique d'ailleurs que aussi bien les hommes que les femmes en excès pondéral ont plus d'œstrogènes. Une femme ménopausée en surpoids va avoir des œstrogènes qui vont être pas mal. Un homme donc en excès pondéral va avoir des œstrogènes qui sont très bien, avec des seins, des grosses prostates. Et donc l'excès de graisse est très délétère Mhm. puisque les personnes en surpoids, tant hommes que femmes, vont avoir plus de cancer de la prostate pour l'un et du sein pour l'autre. En plus, les femmes en surpoids ont de l'inflammation qui va stimuler l'aromatase Ouais, et ont des troubles du cycle qui va diminuer la progestérone et donc ouais. accentuer ce déséquilibre. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose, en cas de surpoids, il faut essayer de comprendre la cause du surpoids et le prendre en charge également. Alors, je ne l'ai pas marqué, mais ce qui est traité dans l'endométriose, c'est que les cellules endométriosiques expriment aussi l'aromatase. Hein. Donc, vous avez un foyer d'endométriose au niveau du rectum ou au niveau des poumons, vous aurez presque un petit ovaire supplémentaire qui va produire encore plus d'oestrogène. Bon, c'est imagé, bien sûr, hein, mais du coup, on comprend le cercle vicieux qu'il peut y avoir.
plus j'ai d'endométriose, plus je produis d'oestrogène, plus je produis d'oestrogène, plus j'ai d'endométriose. Voilà, donc tout ça, c'est à prendre en charge. Alors, les autres facteurs qui augmentent l'imprégnation oestrogénique sans forcément augmenter la production, eh ben, c'est tout ce qui va favoriser, augmenter la sensibilité des récepteurs aux oestrogènes, on va en parler. C'est tout ce qui va venir stimuler les récepteurs aux oestrogènes autres que les oestrogènes. On aura aussi d'autres facteurs qui vont baisser le transporteur des oestrogènes. On aura des facteurs qui vont altérer la détox d'oestrogènes, qui vont faire des super-oestrogènes très, très, très activateurs. Et toutes les causes qui vont baisser la progestérone. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, qu'est-ce qui détermine la sensibilité des récepteurs aux oestrogènes? Alors, avant ça, effectivement, il faut savoir que la fonction d'une hormone n'est pas déterminée que par la quantité d'une hormone, mais c'est déterminé aussi par le type de récepteur. Vous voyez, en fait, on parle tout le temps du fait que les oestrogènes vont activer la prolifération cellulaire, mais ça dépend en fait sur quel récepteur ils vont se fixer. C'est effectivement quand ils se fixent sur les récepteurs alpha, ce sont eux qui sont responsables des effets des oestrogènes connus. Les récepteurs bêta ont un effet vraiment différent. Ils vont plutôt inhiber les effets des récepteurs alpha. Donc, mais à même quantité d'oestrogène, en fonction des types de récepteurs que vous avez, il n'y aura pas la même clinique. Ça dépend du tissu cible. On peut être hypersensible aux oestrogènes à certains tissus et pas à d'autres. Et d'ailleurs, du coup, vu qu'il y a une production aussi d'œstrogènes au niveau local, des fois, on a une discordance entre l'imprégnation oestrogénique d'un tissu et ce qu'on voit dans le sang. Donc, on peut être trahi également par ça. L'inflammation va augmenter la sensibilité des récepteurs aux oestrogènes. Donc, à statut œstrogénique égal, une femme en inflammation aura des récepteurs qui vont s'activer largement avant. Et double peine, on verra tout à l'heure que l'inflammation va nous rendre résistants à la progestérone. Donc, on comprend à quel point cette problématique peut être réelle dans l'endométriose. Par ailleurs, les récepteurs aux oestrogènes sont plus sensibles quand on manque de progestérone. Donc, une dysovulation va également nous rendre plus sensibles aux oestrogènes. Donc, on comprend tous les cercles vicieux qui peuvent s'initier. Et donc, on peut quand même donner un petit résumé de ça, c'est que la progestérone agit au niveau des oestrogènes, à mon sens, à deux endroits. Elle diminue la production d'oestrogènes, mais également elle désensibilise ses récepteurs, donc elle a un double effet. Tout à fait. Alors, il n'y a pas que les oestrogènes qui viennent se fixer sur ces récepteurs alpha qui font proliférer les lésions endométriosiques. Il y a aussi tous les xénoœstrogènes synthétiques, comme notamment ceux de la pilule contraceptive combinée, l'éthénylostradiol, les oestrogènes de synthèse de la pilule contraceptive qui seront fortement œstrogéniques. Pareil, hein, dans le traitement hormonal substitutif, même si on le défend quand il est bien instauré, mais malheureusement, il n'est pas toujours super bien instauré parce qu'il n'est pas forcément toujours adapté en termes de quantité à la femme. On met souvent la même quantité d'œstrogène et de progestérone, voire pas de progestérone si la femme n'a pas d'utérus, chez la femme, alors qu'on a vu par exemple qu'une femme en inflammation, il faudra plus de progestérone et moins d'œstrogène. Mais un médecin qui n'est pas formé à cette administration judicieuse, enfin individualisée de THS, va pas forcément le considérer. Enfin, Steph, tu peux nous en parler plus que moi. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est clair que c'est très fin et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, donc c'est pas facile à gérer. Ouais. Il y a tout ce qui est perturbateur endocrinien œstrogénomimétique, notamment tout ce qu'on trouve dans les plastiques, les phtalates, les bisphénols, mais aussi les pesticides qui sont pour certains œstrogénomimétiques. Il y a aussi les xénoœstrogènes des produits animaux qu'on peut consommer par exemple à travers la consommation de produits laitiers par exemple. Et à ça viennent s'ajouter les fameux phytoœstrogènes qu'on peut trouver par exemple dans le lin, dans le soja, dans le houblon, dans le resveratrol, mais tous ces phytoœstrogènes ne se valent pas du tout. Non. Certains sont très modulateurs, notamment ceux du lin sont extrêmement modulateurs, donc ils vont prendre la place de nos oestrogènes sur les récepteurs en les activant quasiment pas. Donc ils vont vraiment être à recommander en cas de terrain d'hyperoestrogénie. Par contre, le houblon, l'opéine du houblon va aussi se fixer sur le récepteur aux oestrogènes, mais je parle des alpha là, mais les activer très fortement. Donc ça ne sera pas à recommander le houblon pour la femme en hyperoestrogénie. Donc je vois Cédric qui a un petit sourire parce qu'il pense à la bière en tant que bon belge.
Donc, effectivement, Je ne comprends pas. dans la bière, si on reprend la bière va favoriser effectivement, il y a plein de sucres, donc l'insuline stimule l'aromatase, l'alcool aussi stimule l'aromatase, et l'opéine du houblon va stimuler les récepteurs aux oestrogènes. Bon, Donc de tu toute vas nous façon, parler. le profil des bons buveurs de bière, mais Ouais, ils ont de la graisse viscérale, ils sont hyperoestrogénies, ils ont des seins et ils vont faire pipi sans arrêt parce que c'est une grosse prostate. exactement. Donc, vous remarquerez que je ne bois pas beaucoup de bière, d'une part. Et d'autre part, tu commences à ressembler à ma femme. Je ne dis rien, mais tu interprètes et tu sais déjà ce que je pense. Je te laisse continuer. Donc voilà, ça vient se fixer sur les récepteurs aux oestrogènes. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire surtout pas de lin chez la femme atteinte d'endométriose. Le soja, je ne sais plus si j'ai fait une diapo pour en parler plus spécifiquement, je ne crois pas, mais je vais peut-être ouvrir une toute petite discussion, mais pas trop longtemps. Le soja, faut écouter la femme parce que c'est un intermédiaire. Il est plutôt modulateur, il est même bien modulateur. Mais le problème, c'est que dans l'endométriose, il y a des choses un peu particulières au niveau génétique. Il y a une surexpression notamment des récepteurs bêta aux oestrogènes. Donc, c'est plus complexe que ça. Donc, j'ai envie de dire pour le soja, je ne vais pas faire trop long, mais pour le soja, la femme peut essayer, ça peut la soulager, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans mon expérience, effectivement, il y a des femmes endométriosiques qui sont aggravées par le soja. Et je pense qu'on n'a pas toutes les données pour tout comprendre, même si généralement ce sont des modulateurs, vu qu'il y a vraiment des phénomènes, des surexpressions de récepteurs particuliers dans l'endométriose, il faut rester à l'écoute du patient. C'est le conseil que je donnerais. Ok. Alors du coup, phytoestrogène ou pas dans l'endométriose, on comprend bien qu'il n'y a pas une réponse oui phytoestrogène ou non phytoestrogène, parce que ça va dépendre de quel type de phytoestrogène on parle, à quelle dose, sur quel terrain hormonal, parce qu'un phytoestrogène comme le soja peut être pro-œstrogénique si on a très peu d'œstrogène ou anti-œstrogénique si on a beaucoup d'œstrogène, par exemple. Ça va dépendre aussi de l'effet totum de l'aliment, de l'addition des différents phytoestrogènes de l'aliment, de la préparation de l'aliment, de le type d'écosystème intestinal qu'on a, parce que pour activer les phytoestrogènes, il faut avoir un microbiote en bon état. Ça dépend de la présence d'autres ligands qu'on peut trouver dans le même aliment. Par exemple, s'il y a des phytoestrogènes modulateurs et des perturbateurs endocriniens œstrogénomimétiques, parce que c'est cuit dans des barquettes en plastique, quid de la résultante? C'est intéressant aussi de se dire qu'il y a certaines études sur le soja qui sont faites sur des sojas ultra pesticidés, parce que le soja, c'est un des aliments qui est le plus pesticidé, pas forcément chez nous, mais le soja OGM qui supporte des énormes doses de pesticides, donc plutôt au Brésil ou aux États-Unis. Du coup, on va dire le soja est perturbateur endocrinien ou favorise les cancers, mais avec quel soja est-ce que ça a été fait? Est-ce que ce n'est pas l'effet des pesticides qui était responsable du résultat de l'étude? Enfin, bref, le sujet est plus complexe que de simplement lire la conclusion d'un article et d'incriminer le mauvais coupable, peut-être. Et tu as raison et tu as raison parce que je crois que le soja initial, le soja qui n'est pas pesticidé, pas arrosé comme le consomment les Asiatiques, ben, il a un effet préventif cancer, mais c'est avéré, on voit les statistiques. Mais le problème, c'est que si on donne à nos patients des extraits phyto de soja qui sont pesticidés, ben on a l'effet inverse de ce qu'on recherche. Donc voilà. Voilà. D'où aussi l'importance de bien sélectionner ces compléments alimentaires dans des beaux laboratoires avec une belle éthique. Alors, du coup, voilà, juste pour rappeler, du coup, par exemple, le phytoestrogène du houblon n'est pas comparable avec celui du lin. Vraiment, c'est des opposés. Et d'ailleurs, du coup, on vous en parlera dans les tables rondes et les journées. On a mis, par exemple, dans un complément qui s'appelle Œstro Boost du houblon, qu'on n'ira surtout pas recommander aux femmes atteintes d'endométriose, par exemple, mais qui sera très intéressant pour une femme en hypoœstrogénie. La femme atteinte d'endométriose, on aura plutôt lui recommander des graines de lin broyées régulièrement, par exemple. Et puis, on a fait d'autres compléments pour baisser l'imprégnation oestrogénique, bien sûr, hein. Parlons maintenant de la détoxication des oestrogènes. C'est encore un autre facteur qui peut influencer l'imprégnation oestrogénique. Nos oestrogènes sont pris en charge par le foie dans le but de les éliminer. Au niveau de la première phase, il y a 3 voies possibles pour les oestrogènes. Il y a la voie du 2-hydroxyoestrone, du 4 et du 16-hydroxyoestrone. Et ces métabolites n'ont pas du tout les mêmes effets. Le 2-hydroxyoestrone, il est protecteur, il a quasiment perdu son pouvoir oestrogénique et il est anticarcinogène, tandis que le 16-hydroxyoestrone, il est très puissamment oestrogénique. Donc, on comprend qu'une femme avec une même quantité d'oestrogène à la base
en fonction de quelle voie sera empruntée au niveau de son foie, aura une imprégnation hormonale complètement différente. Et ça, quand on fait un dosage d'œstradiol, on ne peut pas le deviner. Il y a des analyses biologiques qui permettent d'évaluer le rapport 2/16, qui peuvent compléter l'analyse biologique. Et ça se fait dans des laboratoires d'analyse nutritionnelle et fonctionnelle spécialisés. Ça peut se faire des fois aussi en labo de ville, mais du coup, ça va être beaucoup plus cher. Voilà. Après, il y a d'autres. Le 4-hydroxyoestrone, c'est un intermédiaire qui peut prendre deux voies. Une voie protectrice, mais là, il faut qu'il y ait une bonne méthylation. Et ça peut s'oxyder dans des molécules très réactives qui vont générer du stress oxydatif et donc être génotoxique. Donc, on comprend que la façon dont sont pris en charge nos oestrogènes, on va plus ou moins augmenter notre imprégnation œstrogénique. Et donc, bien sûr, aussi, hein, avec Nutrilogix, on a travaillé sur des complexes qui vont apporter des choses pour favoriser la voie du 2-hydroxyoestrone. Ben, vous savez déjà certainement, par exemple, le DIM, et aussi couplé à autre chose pour favoriser une bonne méthylation, donc notamment avec la bétaïne TMG. Mais on vous laissera découvrir ça par la suite. Voilà, le terrain, alors, qu'est-ce qui va déterminer si je vais vers le 2-hydroxyoestrone ou vers le 16? Bah, l'alimentation, bien sûr. Par exemple, les crucifères vont favoriser cette voie, mais aussi, malheureusement, la génétique. Il y a des inégalités, ça c'est indéniable, mais il n'y a pas que de la génétique. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez un polymorphisme génétique qu'on ne peut rien faire. Raison de plus, au contraire, moi j'ai un très mauvais rapport 2/16 OH, il est catastrophique. Ben, raison pour moi de prendre en permanence des compléments alimentaires pour aller vers là. Alors, des fois, on me dit, parce que ben, je n'ai pas d'autres facteurs de risque. Alors, par contre, je me pose comme une question. Alors là, c'est un peu suspicieux ce que je vais dire, mais je suis fille de paysan à l'époque où on ne s'interrogeait pas du tout sur la toxicité des pesticides. Et donc, moi, je suis un enfant qui a baigné en intra-utérin dans les pesticides. Et j'ai l'impression dans ma patientèle de filles de paysans comme moi qu'on a des mauvais rapports 2/16 OH. Donc, je me demande s'il n'y a pas quelque chose aussi au niveau épigénétique avec l'exposition intra-utérine des pesticides. Mais bon, bref, je n'ai pas de preuve de ce que j'avance. Mais peu importe, je préfère prendre un complément à vie que d'avoir à vie un mauvais rapport 2/16 OH. Parce que souvent, mes élèves me disent, mais je ne vais quand même pas donner ça à vie à mon patient. Ben, au patient de choisir, voulez-vous garder un facteur de risque de cancer ou d'endométriose à vie ou prendre un complément à vie? Alors, des fois, on pourra améliorer sans complément. S'il y a de l'hypothyroïdie, de l'alcool, du tabac, ben, en traitant ça ou en enlevant le tabac, ça peut améliorer. Mais quand il y a une composante génétique, ouais, il vaudra mieux en prendre à vie ou très régulièrement. Alors, j'ai justement un cas cet après-midi, typique, une patiente, on me demande un avis hormonal, c'est une thérapeute qui m'envoie cette patiente, et pour régler le problème hormonal, donc elle a un syndrome prémenstruel typique avec tout, avec des taux parfaits d'œstrogène, des taux parfaits de progestérone. C'est une praticienne qui connaît les méthodes, la méthode des cycles, donc elle est sûre du moment où elle a fait ses dosages. Et j'ai pas le rapport de OH sur ses OH parce que voilà, c'est la collègue qui l'a suivi ne l'a pas demandé. Et je note dans ses antécédents, maman cancer du sein, grand-maman cancer du sein et un cancer de la prostate dans la famille. Eh ben, donc je l'ai mis sous détox hépatique, donc pour améliorer le rapport de OH sur ses OH, donc avec du broco, avec du DIM et Adol 3C. Et j'ai dit combien de temps à vie, mais elle a tout de suite capté que c'était ça, quoi. Voilà. C'est vrai que parfois, c'est le praticien qui transmet ses peurs au patient. Le praticien est parfois gêné de recommander des compléments au long terme à son patient. Mais en fait, c'est le patient qui doit décider, mais il doit décider en connaissant les facteurs de risque et en étant informé, quoi. Peu de patients refuseraient quand on leur explique vraiment l'importance de ce rapport. Donc voilà, pour toutes les causes d'augmentation de l'imprégnation œstrogénique, on voit qu'il n'y a pas que des causes d'excès de production. Encore une fois, c'est ce qui fait que l'hormonose est vraiment hyper intéressant. Et ce qui fait que les analyses biologiques aussi, ça ne dit pas tout, même si ça va nous orienter, nous guider et que c'est indispensable, à condition qu'elle soit bien faite, ça ne nous dira pas tout. Alors, du coup, maintenant, on va parler de l'autre composante de déséquilibre hormonal. C'est tout ce qui va baisser l'imprégnation en progestérone. Voilà, bon, comme tout à l'heure, quand on manque de progestérone, c'est comme s'il y avait trop d'œstrogène. Il y aura du coup une dominance œstrogénique et une multiplication des cellules endométriosiques qui sera favorisée, qui favorisera cette endométriose. Donc, la quantité de progestérone que vous produisez est directement en relation avec la qualité de votre ovulation, mesdames. Donc, on a tendance à dire qu'une femme ovule ou n'ovule pas, en fonction de si elle a des règles ou pas. Tu n'as pas de règles, tu n'ovules pas,
tu as des règles, tu ovules. Mais en fait, il y a, surtout la plupart des femmes sont dans les 50 nuances de gris. Elles ovulent, mais pas forcément très bien, ou voire pas bien du tout. Et donc, il y a plein de causes à ça. Les causes de dysovulation sont multiples, plurifactorielles, et vous n'avez pas forcément une seule cause. Et donc, c'est intéressant à explorer. On peut explorer la qualité ovulatoire donc en faisant une prise de sang 7 jours après l'ovulation. Donc, ça nécessite d'avoir une connaissance de son cycle. Et donc, ça, c'est tout ce que j'ai développé dans mon livre, hein. Mais donc, il y a plein de causes de dysovulation. Et dans mon livre, là, je pense que j'ai pas loin de 200 pages sur tous ces facteurs-là qui causent la dysovulation. L'hyperandrogénie, donc on en a parlé dans le cours sur le SOPK. L'hypothyroïdie, alors ça, Nutrilogique, ça en parle beaucoup avec Steph, toi, c'est ton sujet favori. L'excès de prolactine, le stress, les perturbateurs endocriniens et le déficit oestrogénique. Tout ça, ce sont des causes de dysovulation. Donc, le plus intéressant, effectivement, quand il y a un manque de progestérone, c'est de rechercher l'origine du problème et de le prendre en charge. Mais vous comprenez bien qu'il y a plein de causes à l'hyperandrogénie, il y a plein de causes à l'hypothyroïdie. Donc, c'est une enquête passionnante, mais c'est sûr que ça demande un petit peu de boulot. Après, Steph, tu peux peut-être parler de la complémentation en progestérone, ça peut être intéressant Oui, de... donc simplement, il faut quand même se rendre compte que le déficit en progestérone favorise l'hyperandrogénie et vice-versa, et que l'hypothyroïdie donc génère un déficit en progestérone, mais également l'inverse, sans progestérone, on se transforme vers la T4 en T3. Et donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter, s'il y a donc dans les thérapeutes médecins, à utiliser cette progestérone dès qu'on a un doute. Et en tout cas, on peut faire même des tests, donc des tests thérapeutiques. Donc, moi, j'ai des patientes qui ont un SP avec des taux de progestérone corrects. Et je me dis qu'il y a peut-être un problème au niveau des récepteurs. Donc, j'hésite pas à en prescrire. Et je dis, voilà, envoyez-moi un mail après votre après vos prochaines menstruations pour dire comment ça s'est passé. On peut faire un test thérapeutique, soit en phyto, soit en hormones naturelles. Alors à ce moment-là, du coup, la substitution de progestérone se fera bien après l'ovulation pour ne pas perturber la qualité ovulatoire. Mais il n'empêche qu'en parallèle, c'est intéressant de travailler sur les causes quand même. Puis du coup, chez Nutrilogix, on a fabriqué, on a conçu plein de produits qui agissent vraiment sur les différentes causes. Hein. Mais par contre, moi, je suis vraiment une fada de l'ovulation. Donc, je vais tout faire pour restaurer une ovulation. Après, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que ce n'est pas incompatible en fait. Parce que quand on donne de la progestérone après l'ovulation, ça favorise aussi le bon recrutement folliculaire et les cycles d'après sont souvent plus qualitatifs. Ça peut améliorer la qualité ovulatoire, notamment parce que la progestérone va limiter l'hyperandrogénie, limiter l'hypothyroïdie, ça module aussi à la baisse la prolactine, c'est un anxiolytique, ça contrebalance les effets perturbateurs endocriniens, donc finalement, ça peut traiter beaucoup des causes dysovulation. Mais Donc, on peut le voir comme une solution, l'administration de progestérone, on pourrait le voir comme une solution un peu euh, euh, pas la plus fonctionnelle qui est, mais si finalement, parce que ça peut traiter chacune de ces dysfonctions à l'origine de la dysovulation. Donc ça, c'est top. Mais cela dit, ça n'empêche pas qu'il faut chercher toutes les causes de l'hypothyroïdie, de l'hyperandrogénie, etc., et les prendre en charge. Et ça, on en parlera dans les tables rondes ou les journées. Voilà pour le déséquilibre hormonal. Je ne développe pas tout ça parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Et maintenant, on va parler du coup de la dysfonction immuno-inflammatoire qui peut aussi être à l'origine, aggraver, entretenir l'endométriose. Effectivement, l'inflammation, c'est un véritable cercle vicieux dans l'endométriose. L'inflammation, au départ, elle est locale dans l'endométriose. L'endomètre, enfin les lésions, pardon, endométriosiques se mettent à saigner pendant les règles. Le sang ne peut pas s'expulser. Ça va générer une inflammation locale au niveau du tissu d'endométriose. Cette inflammation va finir par se chroniciser. Donc, il y aura une augmentation des facteurs inflammatoires, des prostaglandines, des facteurs de croissance. Et l'inflammation va aussi stimuler l'aromatase, on l'a dit. Et l'inflammation, c'est une cause d'hypersensibilité aux œstrogènes et de résistance à la progestérone. Donc, l'inflammation va vraiment mettre le trouble partout, dans tous les facteurs qui accélèrent l'endométriose. Et voilà, du coup, c'est le véritable cercle vicieux qu'il faut absolument réussir à rompre. Donc là, nous, on va faire des journées table ronde autour de l'hormono. Donc, on ne va pas vous parler vraiment de la prise en charge inflammatoire, mais il y a plein de formations sur le sujet. Et puis, la plupart des thérapeutes, vous êtes bien formés à ça. Ça peut faire passer par une optimisation des acides gras, équilibré oméga 6, oméga 3, par un bon statut en vitamine D, un bon statut en cortisol, un bon microbiote, etc., etc.
Je vous ramène à vos prérequis. Et Mm. rappelez-vous ce qu'on vous a dit, c'est que l'inflammation, que la douleur de l'endométriose qui gâche la vie de la femme n'est pas corrélée à la taille des lésions d'endométriose, mais est corrélée au niveau inflammatoire. Donc vraiment l'importance pour travailler sur la douleur, sur le symptôme, aussi de la prise en charge inflammatoire, ça va agir à la fois sur la cause et sur le symptôme, sur la conséquence. Et en plus, l'inflammation est une cause d'hypofertilité également. Donc l'inflammation met le trouble de plusieurs manières. L'inflammation stimule l'aromatase, donc on produit plus d'œstrogènes. L'inflammation nous rend très sensibles aux œstrogènes, donc en plus d'en avoir plus, on est en plus hypersensible aux œstrogènes. Et l'inflammation rend résistant à la progestérone. Donc, non seulement on est très sensible aux œstrogènes, et on est très peu sensible à la progestérone qui sont censés contrebalancer les effets des œstrogènes. En plus du fait qu'il y a des particularités génétiques chez certaines femmes atteintes d'endométriose qui les rendent déjà génétiquement résistants à la progestérone, on comprend que l'inflammation, vraiment, on doit vraiment faire un focus. On ne peut pas faire l'épargne d'un travail sur l'inflammation en cas d'endométriose. Là, voilà une petite diapo qui montre effectivement que ici, voilà. Alors ici, j'ai montré une situation d'un déséquilibre œstroprogestéronique. L'œstradiol domine sur la progestérone. Donc, ça conduit à un déséquilibre clinique, un déséquilibre d'imprégnation hormonale. Mais qu'on peut avoir un équilibre parfait, hormonal parfait, et il suffit d'avoir une inflammation pour avoir la symptomatologie. Hein. Donc là, vous ferez une prise de sang parfaite. 7 jours après l'ovulation, qui montrera progestérone, œstrogène, c'est OK. Donc, non, vous n'avez pas de SPM, tout est dans votre tête. S'il y a un terrain inflammatoire, ça suffit largement pour perturber, pour entraîner plein de dysfonctions. Et on comprend du coup que quand on met en évidence ça, des fois on est frustré, on voit l'analyse biologique et on se dit « Ah merde, il n'y a pas de déséquilibre hormonal. Zut, je lui ai fait une analyse pour rien. » Non, en fait, quand il y a une discordance entre la clinique et la biologie, c'est super informatif. Ça nous amène à réfléchir, comme tu as fait, Steph, pour ta patiente. Tiens, peut-être qu'elle détoxique mal ses œstrogènes. Effectivement. Et des fois, on ira soupçonner, par exemple, une inflammation. Et dans ce cas-là, on comprend bien que cette femme, il ne faut pas lui réduire ses œstrogènes, surtout pas. On la mettrait en hypoœstrogénie. Alors, elle aurait des troubles de la libido, une sécheresse vaginale, tout est gagné. Non, elle, ce qu'il faut, c'est réduire son inflammation pour arriver Effectivement, la thérapeute qui me l'envoyait, elle proposait de mettre l'œstrorégule, donc de diminuer ces œstrogènes. Et donc, j'ai enfin, je me suis opposé à ça. Ouais. C'est vrai que c'est ce qu'on pourrait faire si on avait vu que sa clinique, c'est ce qu'on aurait été tenté de faire. Et donc, on vous dit souvent que la clinique prime, mais parfois, quand même, la biologie est magique. Et je Mhm. trouve qu'elle est encore plus magique quand elle est discordante avec la clinique. Je sais que ça frustre beaucoup de monde, mais une biologie qui confirme ce que dit la clinique, c'est chouette, mais en même temps, voilà quoi, on le savait déjà. Mais quand on a une biologie qui contredit la clinique, ça amène à raisonner, c'est un peu plus complexe, mais c'est tellement plus kiffant. Et D'où l'importance, si vous permettez, des formations qui sont données, des soirées qui vont être données, où effectivement, comme tu dis, hein, Steph, on pourrait se dire, tiens, je vais mettre le Stro Boost, je vais mettre quelque chose parce que le nom colle bien à ce qui Ouais. semble être important, mais non, parce que le problème est peut-être totalement autre et que l'inflammation, là, a un rôle important à jouer. Et il suffira de ça. Donc, vraiment, la formation, ne pas écouter simplement une vidéo et Mhm. entendre un podcast et se dire, OK, ça va, je peux soigner les gens, on est là pour les aider Mhm. d'abord et se former, Mais surtout. c'est vrai que la phyto, ça semble pour beaucoup de personnes quelque chose d'anodin. Je vais quand même pas faire de mal à quelqu'un en donnant quelques extraits de plantes, mais ça peut être mal utilisé et très dangereux Mhm. à faire. c'est vrai qu'on s'est un peu pris la tête du coup à faire plein de compléments différents. Parce que du coup, ça veut dire aussi que Nutrilogique, en vendra moins. Peut-être que pour le chiffre d'affaires, c'est moins bon. Mais en même temps, la solution qu'on voulait, c'est des solutions qui marchent. Et en plus, ça voulait dire aussi qu'il fallait former les thérapeutes, quoi. Donc, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'on est tous fiers de ce positionnement qu'on a pris sur cette gamme. Je rappellerai juste une parenthèse, rappeler que la philosophie de Nutrilogique, ce n'est pas de vendre des produits. La philosophie de Nutrilogique, c'est d'abord d'aider les gens. D'abord, aider les personnes. Et ça, c'est la philosophie principale. Tous ceux qui ont déjà eu rendez-vous avec moi, et vous êtes à peu près 1000 à mon avis, le savent, c'est la
seule et unique philosophie. C'est aider les gens, aider les thérapeutes, aider les personnes qui en ont besoin. Et c'est pas des propos en l'air, quoi, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est un discours de commercial. Mais ben, vu la Tu l'as collaboration que j'ai connu, faite hein? avec Oui, vous, voilà. ça me donne vraiment le sourire. Et je vois que Steph aussi a le sourire parce qu'on sait que c'est vrai, quoi. C'est pas du fake. Donc, ça fait plaisir. Merci pour ces valeurs. Du coup, voilà, donc parenthèse fermée, petit moment d'émotion. On va parler maintenant de la deuxième composante, dysfonction immuno-inflammatoire. C'est l'altération de la réponse immunitaire. Effectivement, normalement, un système immunitaire voyant des cellules endométriosiques se développer dans des territoires autres que l'endomètre est censé dire warning, ici ça va pas, je dois éliminer ces cellules. Dans l'endométriose, effectivement, le système immunitaire ne semble pas bien faire son job, et notamment les natural killers qui ont cette mission d'éliminer ces cellules ectopiques. Il y a pas mal d'études à ce sujet, hein. On sait que l'activité de ces cellules, de ces lymphocytes particuliers que sont les natural killers, sont altérées chez la majorité, enfin, je ne sais pas si c'est la majorité, mais chez beaucoup de femmes atteintes d'endométriose. Donc, elles ont un système immunitaire qui finalement devient permissif au développement de ces cellules endométriosiques en dehors du territoire de l'endomètre. Donc, ben, ça, c'est aussi du coup une des causes fonctionnelles de l'endométriose. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour stimuler, on va dire, les natural killers? Alors, on sait que globalement, la stimulation, enfin, l'optimisation du système immunitaire passe par plein de grands fondamentaux que je n'ai pas rappelés, hein, un bon microbiote, une bonne vitamine D, une bonne gestion de l'environnement, etc. Mais on sait que bah, le microbiote est très corrélé, la dysbiose, pardon, est très corrélée aussi à l'endométriose par plein de mécanismes, hein. Parce que déjà, un terrain inflammatoire peut être initié au niveau de l'intestin. Une dysbiose de putréfaction peut générer de l'inflammation. On a vu que l'inflammation était une des causes de l'endométriose. Mais aussi parce qu'un mauvais microbiote interfère avec l'élimination des œstrogènes, hein. Il peut y avoir une recapture des œstrogènes qui étaient sur la voie de l'élimination à cause d'un mauvais microbiote. Et il y a plein d'études qui l'attestent, hein, notamment pour ceux qui font un peu de biologie fonctionnelle. Il y a des corrélations entre la LBP, le transporteur des LPS qui signe une dysbiose de putréfaction et une porosité intestinale, et l'endométriose. Et bon, ici, j'ai mis une étude qui montre l'intérêt de l'utilisation de certaines souches de probiotiques, Lactobacilles gasseri. Bah, c'est pas n'importe quelle souche. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de compléments qui en font. C'est un défi peut-être, mais je crois que ce n'est pas facile. Mais voilà, on voit qu'effectivement, certaines souches pourraient être intéressantes dans l'endométriose. Mais gardez plutôt globalement, vu qu'aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas ce probiotique-là, parce que bah, les autres lactobacilles gasseri n'ont pas forcément cet effet. Enfin, on ne sait pas, peut-être, mais peut-être pas. Mais globalement, un bon microbiote va optimiser quand même le système immunitaire. On sait aussi qu'un grand fauteur de troubles qui altère l'activité des natural killers, c'est le stress. Donc la prise en charge du stress, l'identification de sa prise en charge est primordiale. Ça, chez Nutrilogique, vous avez aussi plein de choses pour ça. Et il y a aussi l'intérêt de certains phytonutriments documentés pour stimuler l'activité des NK, parmi lesquels la curcumine, le resveratrol et par exemple dans l'assiette l'ail. Voilà. Très bien, super, hein, Guen. Très bien. Voilà, merci pour toutes ces explications. Bah oui, comme on en est à notre quatrième vidéo, donc c'est la fin des vidéos de prérequis. Et effectivement, après ça, vous l'avez déjà entendu, il va y avoir des soirées organisées et des journées de conférences. Donc, les soirées n'ont pas le même thème que les journées de conférences. Donc, ce sont deux thèmes différents, mais dans chaque soirée, le thème est identique. Ok, donc vous ne devez pas aller dans toutes les villes, vous pouvez nous rejoindre dans une des villes. Et pour les journées de conférence, effectivement, vous pouvez nous rejoindre également dans une des villes de votre choix. Et peut-être que d'autres dates se rajouteront par après le 24 février. Je regarde les dates, oui, après le 24 février, si jamais il y a vraiment beaucoup de demandes. Sachez aussi que, oui, pour ceux qui ne sauront pas nous rejoindre soit aux soirées, soit aux conférences, qui sont réservées. Ah oui, c'est ça, je devais vraiment insister là-dessus. Ces soirées, ces conférences, j'en suis désolé pour beaucoup, mais sont vraiment réservées aux professionnels de la santé nutritionnelle. Vous comprenez que puisqu'on veut que ce soit vraiment interactif, on doit limiter le nombre de personnes. Et d'autant plus, on ne veut pas non plus qu'il y ait une supplémentation, une auto-supplémentation sans être suivi par un professionnel de la santé, ce qui est évident puisque
comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est d'abord la santé des gens. Voilà, je pense que j'ai fait un peu tout le tour. Oui, dans les personnes qui seront présentes dans les différentes formations, parce que nous n'avons pas que Stéphane et que Guénaël qui seront présentes pour toutes ces dates, bien que pour beaucoup de dates quand même. On aura le docteur Emmanuel Sony, on aura Christian Boyer, on aura le docteur Sarah Méran, le docteur Amin Gazmi, Zakaria Alami, mon collègue, et également, et cette fois je ne l'oublie pas, notre ami Bruno Méret qui sera avec nous. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Peut-être juste pour consoler les non-pros de santé, ils peuvent quand même s'informer. Stéphane Résimon et moi-même, on s'investit beaucoup dans la transmission d'informations pour tout le public aussi. Mhm. Même si on invite le professionnel, enfin les non-professionnels de santé à consulter, mais on donne quand même beaucoup d'informations, donc notamment dans ces deux ouvrages qui traitent beaucoup des hormones. Vous allez pouvoir trouver votre compte. Lorsque vous achetez d'ailleurs le livre Pleine Santé, si Stéphane continue comme ça d'année en année à agrandir son livre, il va bientôt falloir un transpalette pour pour le porter tellement il devient de plus en plus épais. Effectivement. Ben, la science avance, il y a des nouvelles choses, donc je peux pas rester je dois Et faire tes évoluer. collaborations aussi, puisque dans la dernière version, Ouais, c'est Genaël qui a oui, tout à sa fait. part, sa part au chapitre. Voilà, tout à Oui, fait. après il y a Alain Andreu qui a coécrit aussi, qui a fait un énorme job aussi pour ton bouquin, Steph. Ah ouais, génial, ouais, tout à fait. Super collaboration. Et Voilà, donc puis, tu voulais passer, oui, à la dernière dia. je vais pas être trop insistante, mais voilà, pour les grands passionnés qui se diraient lors des journées et des soirées, j'en veux plus, eh ben, on peut vous en donner encore plus lors de nos formations chez DFM Formation. Moi, je présente la formation hormonopratique. Bon, on vous laissera découvrir les programmes sur le site DFM et Stéphane Résimon, docteur Résimon, présente la formation pratique fonctionnelle en hormonomédicale, qui sont deux formations complémentaires. Ouais. Et j'insiste, ne venez pas à ma formation sans avoir des notions en hormonaux déjà bien établies. Et la formation de Guenel est vraiment vivement recommandée, sinon ça ne sert à rien de venir, vous n'allez pas suivre. Donc il faut d'abord avoir des prérequis hormonaux. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, ne croyez pas qu'en venant suivre une soirée, voire un samedi complet en hormonaux féminines, vous allez comprendre tout l'hormonaux. L'hormone féminine dépend de la thyroïde, dépend des androgènes, dépend de la surrénale. Et donc, pour bien manipuler les hormones, que ce soit en phyto ou en hormones naturelles, il faut vraiment avoir une formation globale, puisque tout est en interrelation. Et donc voilà, donc les deux formations-là sont vraiment complémentaires. Et voilà. Voilà, vous retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube Nutrilogix NRD Cédric Lapeau ou sur les chaînes Facebook, que ce soit la mienne ou celle du docteur Résimon. Merci à tous les deux pour toutes ces explications et on se retrouve donc à la première date, c'est à Brest. Ouais, c'est chez moi. Allez, tu joues à domicile. Merci beaucoup, Guéna. Merci beaucoup, Steph. À la prochaine. Au revoir à Merci, tous. au Au revoir, au revoir. revoir.